Bonsoir, les grands hommes sont avec nous. France 2 a offert hier au pays et en direct son premier club champion d'Europe, Limoges. France 2 a l'honneur de vous présenter ce soir en direct de Limoges les héros de la finale gagnée hier soir contre Trévise. Bonsoir Limoges. Bonsoir Paul Amar. Et bonsoir champion. Merci à vous. Toute la France vous applaudit. Le Premier ministre vous a envoyé un télégramme de félicitations. Vous avez fait de Limoges la capitale d'un soir. Oui. Et vous devriez, comment dire, planer ce soir. Et que faites-vous? Vous entraînez? Vous êtes au Palais des Sports, on va le voir là. Oui, au Palais des Sports. On vient de terminer l'entraînement. Là, on est redescendu sur terre ce soir. Il faut savoir qu'on a encore une grande échéance avec le championnat de France ce dimanche. Alors ce retour était nécessaire parce qu'on en avait besoin. On a eu quelques excès cette nuit et il fallait un peu transpirer. Donc très sage malgré l'ivresse, Richard Dacoury. Complètement, je crois que c'est très professionnel de notre part. Merci pour ces premiers mots. Si vous le permettez, on va se retrouver dans quelques minutes, vous le comprendrez aisément, Richard Dacoury, avec toute votre équipe, parce que la situation s'est très sérieusement dégradée ce soir en Bosnie. Les Serbes sont à 1 kilomètre à peine de Srebrenica. Ils s'apprêtent à entrer dans la ville, mais s'ils le font, gare. Les États-Unis viennent en effet de leur adresser un très sévère avertissement. Si vous prenez l'enclave, leur dit en substance la Maison-Blanche, tout peut arriver. Autrement dit, les Américains pourraient bombarder directement l'artillerie serbe. Dorothée Oliéric fait d'abord le point sur la bataille de Srebrenica. Quelle est la situation aujourd'hui à Srebrenica? Que faut-il faire pour sauver les vies des 25 000 réfugiés et des dizaines de milliers d'habitants de Srebrenica? Srebrenica à l'agonie, l'ONU tente le tout pour le tout, évacuer la population de l'enclave musulmane. 8000 personnes ont déjà été transportées jusqu'à Tuzla, mais il reste là-bas au moins 30 000 personnes qui ne pensent qu'à une chose, fuir la guerre. Avec la chute imminente de Srebrenica, le ton monte, la paix s'éloigne, mais l'ONU négocie. Belgrade, New York. Le général Morillon espère pouvoir évacuer par hélicoptère dès demain matin les blessés de Srebrenica. Les Nations Unies ont d'ores et déjà obtenu un accord de principe pour apporter là-bas une aide humanitaire et éviter, je cite, une immense tragédie humaine. Pour Lord Owen, la seule solution, c'est aujourd'hui de bombarder les voies de communication serbes. Les sanctions économiques seules, dit-il, ne stopperont pas ce type d'avancée militaire. Comme à son habitude, Radovan Karadzic se moque des pressions. Si la communauté internationale refuse les exigences des Serbes, dit-il, elle n'a qu'à venir se battre sur le terrain. Ce soir, à Tuzla, le commandant de l'armée bosniaque a intercepté un message envoyé au général serbe Vladic. L'ordre aurait été donné aux Serbes qui encerclent Srebrenica de prendre la ville ce soir. Alors Philippe Arroir, est-ce que l'avertissement des États-Unis doit être pris au sérieux? Oui, tout à fait. Si Srebrenica tombe, tout peut arriver, dit ce soir le porte-parole de la Maison-Blanche. Tout cela veut dire, vous l'avez indiqué, que les Américains sont prêts à bombarder des pièces d'artillerie serbes en Bosnie, mais après consultation de leurs alliés. Or, on peut remarquer que jusqu'à présent, personne n'était d'accord pour bombarder quoi que ce soit. Tout cela veut dire aussi un vote immédiat de sanctions renforcées contre les Serbes. Or, jusqu'à présent, l'ONU avait décidé de reporter la résolution sur une extension des sanctions au 26 avril pour ménager Boris Eltsine, dont l'opinion est en partie pro-serbe. Les événements qui se déroulent autour de Srebrenica génèrent angoisse et colère aux États-Unis. On le comprend, on le partage même, peut-on dire, mais il faut quand même noter que le siège de l'enclave musulmane dure depuis 1 an, qu'on s'attend depuis des semaines à voir tomber la ville aux mains des Serbes. Donc les mesures envisagées par Washington arrivent bien tard. Les Serbes ont quasiment achevé leur travail de nettoyage ethnique, sans avoir été, il faut bien le dire, inquiétés outre mesure par la communauté internationale. Alors Philippe, évidemment, vous restez avec nous, vous nous tiendrez au courant de l'évolution de la situation tout au long de ce journal. Si les États-Unis et la communauté internationale se montrent à ce point sévères, c'est parce qu'ils n'ont plus de doute sur la volonté hégémonique des Serbes de conquête en conquête. Ils ont réussi à atteindre tous leurs objectifs en 1 an, vous l'avez dit Philippe, et à façonner l'esquisse d'une grande Serbie. Dominique Derda. Ils étaient près de 100 000 dans les rues de Sarajevo, musulmans, serbes et croates, mais bosniaques avant tout. Ils manifestaient pour une Bosnie libre et unie. C'était le 6 avril 92, la communauté européenne venait de reconnaître l'indépendance. Alors l'Europe, pensait-il, ne nous laissera pas tomber.
il se trompait. Depuis les toits de l'hôtel Holiday Inn, les extrémistes de Radovan Karadzic ouvrent le feu. La guerre a commencé. Une guerre préparée de longue date. Karadzic avait prévenu, 1 mois avant, le jour du référendum. L'indépendance, disait-il, pourrait déclencher un processus totalement incontrôlé qui pourrait entraîner une guerre d'une intensité et d'une dimension terrible. Depuis des mois, l'armée fédérale distribuait des armes aux milices du Parti démocratique serbe. Depuis peu, elle avait pris position sur les collines qui surplombent la capitale, autour de Mostar aussi, et d'autres villes. Tout était prêt. Les Serbes de Bosnie, en rouge sur la carte, revendiquent 65% du territoire. En quelques semaines à peine, ils vont en conquérir 70% avec l'appui de l'ex-armée fédérale. Le flot des réfugiés grossit de jour en jour, un véritable exode. « Dites au monde de nous venir en aide, vite !» crie cet homme. Le monde n'a rien fait. Rien, sauf peut-être de tenter de nourrir des condamnés à mort en sursis. L'aide humanitaire pour seule politique, et encore, au compte-gouttes. Pendant ce temps, l'avancée des Serbes se poursuit, sans relâche. Srebrenica, mars 93. La ville est encerclée depuis 1 an, mais résiste encore. Péniblement. Le général Morillon est là, avec ses casques bleus. On l'acclame en héros. Vous êtes, dit-il, sous la protection des forces de l'ONU. Mais il est reparti le fringant général, et les Serbes se sont rapprochés. Srebrenica tombera, aujourd'hui, demain, bientôt. Comme tomberont ensuite Goražde, Zepa, et pourquoi pas Sarajevo. Les Serbes, sur le terrain, ont d'ores et déjà gagné la guerre. La Grande Serbie est en marche. Et le monde ferme les yeux. Au Proche-Orient également, on note un durcissement ce soir. Les Palestiniens du mouvement Hamas, expulsés par Israël vers le sud du Liban, n'acceptent pas l'idée que des négociations de paix puissent reprendre à Washington après la rencontre Moubarak-Rabin. Ils se sont donc manifestés aujourd'hui. Patricia Coste. Il a revêtu la tenue blanche des martyrs. Il est prêt à mourir. Avec 50 de ses 400 compagnons, il va marcher en tête du cortège jusqu'à la frontière avec les Israéliens. Ceux-ci les attendent avec chars et artillerie. Lui a été choisi parce qu'il était le plus vieux de sa tente. D'autres ont été tirés au sort. Tous ont écrit leur testament. Vous avez laissé une lettre pour votre famille? Oui, oui. Il dit à sa femme et à ses 7 enfants, « Peut-être que je vais mourir. Peut-être aussi que je vais pouvoir vous retrouver. Moi, j'espère mourir. Soyez heureux pour moi si je meurs. Je ne veux pas que vous soyez malheureux à l'idée de ma mort. » Des versets du Coran que l'on psalmodie pour conjurer la peur, une dernière accolade, et c'est le départ. Le Coran comme étendard. La seule fois où ils avaient entrepris une telle marche, un obus de mortier tiré à côté du cortège avait fait 3 blessés et les avait arrêtés en route. Aujourd'hui, leur porte-parole dit qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout pour que les Arabes n'acceptent pas d'aller parler de paix sans que leurs problèmes à eux soient réglés. Les premiers tirs ont commencé très vite, à 100 mètres du cortège. Les expulsés palestiniens ont continué à prier. Les tirs se sont rapprochés, une brève agitation, ils ont recommencé à prier, puis sont repartis. Ils sont persuadés qu'il s'agit de la marche de leur dernière chance. Dernière chance avant la reprise des négociations de paix, dernière chance avant qu'on ne les oublie, dernière chance avant qu'ils ne meurent, pense-t-il pour certains. Les Israéliens sont à 200 mètres. Un nouvel obus est tiré, encore plus près. L'épreuve de force va durer toute la journée. À Paris cet après-midi, un homme a surgi devant l'ambassade d'Iran et a menacé de tout faire sauter, mais les policiers ont réussi à s'approcher de lui et à le convaincre de se rendre. Il s'agit d'un Égyptien qui voulait attirer l'attention des médias sur les dangers de l'intégrisme. Anne Poncinet. Dans l'avenue bouclée par la police, ils sont restés assez longtemps quasiment tout seuls, tous les deux. L'homme qui affirmait s'être ceinturé de dynamite sous son impair et vouloir se suicider, et le commissaire Bloch, patron de la brigade de recherche et d'intervention.
Objectif du policier, faire parler l'inconnu, le détendre, comprendre ce qu'il veut. L'homme se dit égyptien, il a 30 ans. Mais malgré la discussion, il ne semble pas se calmer. Il tient à la main un détonateur. La décision est prise alors d'intervenir. Peu à peu, l'inconnu est entouré, d'abord doucement, et puis franchement, et enfin ceinturé. Ça y est, c'est fini. Il est maîtrisé. Immédiatement, les hommes de la BRI le déshabillent. Ils portent bien sur lui des bâtons, mais ils sont en cire. Conduit dans les locaux de la première DPJ, l'homme affirmera avoir agi pour attirer l'attention sur les méfaits de l'intégrisme. Il pourrait être conduit dans un établissement psychiatrique. Et l'on va retrouver en direct de Limoges le club de basket qui a réussi un véritable exploit historique hier, devenir le premier club champion d'Europe dans un sport collectif, en l'occurrence le basket. Avant de réentendre Richard Dacoury, le capitaine de l'équipe et les joueurs, revenons sur le film d'hier soir, le film du match d'hier où l'on a eu de belles frayeurs. Il y avait une véritable dramaturgie. Premier temps, le doute. Deuxième temps, le sursaut. Troisième temps, la victoire. Réécoutons Patrick Montel. Allez, tranquille, forcez! Ah, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on est très tendu du côté de Limoges, qu'on a une réussite absolument affolante pour une finale de championnat d'Europe des clubs. Et que, pour le moment, eh bien, Benetton Treviso s'en va vers une victoire assurée, 17-8 après 11 minutes de jeu en première période. Frédéric Forster, Michael, qui feinte le tir, oui! Limoges qui passe en tête, 44-43, c'est du délire ici. C'est la première fois depuis le début du match. Il reste encore 7 minutes et 50 secondes de jeu. C'est fini! Frédéric Forster aura le ballon du match! Il va marquer, c'est fini! C'est fini! Limoges remporte la Coupe d'Europe des clubs champions, 59-55. Ce sont ces images-là qui vont rester avec tout le staff de Limoges. Et voilà, ces dernières images ont suscité une véritable allégresse dans Limoges, la discrète. Patrice Romdem et Jérôme Korkikian nous avaient montré hier l'angoisse de Loulou, le berrichon, mais Loulou ce soir est heureux. C'est à se demander qui du joueur ou du téléspectateur a le plus souffert hier soir. L'œil braqué sur la télé, les Limougeaux vivent la finale. Sur les visages, alternent le masque de l'angoisse et l'expression de la délivrance au rythme des points inscrits ou gaspillés. « 5 secondes de jeu. 4, 3, 2, 1, c'est gagné. Champion d'Europe. Je dis, je le maintiens, je l'ai dit encore hier, Monsieur Bozida Marchouit est arrivé. Formidable. Avec 70% de renouvellement de l'équipe. Il a conduit en finale une équipe en Coupe d'Europe. On ramène la Coupe d'Europe des clubs, l'ancienne Coupe d'Europe des clubs champions à Limoges. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Tout le monde se rassemble derrière le basket. S'il n'y avait pas les blagues, je pense que cette victoire, elle ne serait pas. Le sport, piédestal de l'identité collective. Au cœur de la nuit, l'idée nous séduit. Avec la ferveur qu'autorisent les moments d'exception, Limoges improvise un cortège dont la tête file vers l'aéroport. 4 heures du matin, l'avion des joueurs glisse sur le tarmac. Je crois qu'on ne réalise pas trop encore. Il faut vraiment associer tout le monde à ce grand triomphe. Des centaines, peut-être des milliers de gens s'entassent dans le hall. Joueurs, dirigeants, supporters fraternisent. C'est l'heure des anecdotes. Il y a un journaliste américain qui m'a dit finalement, aujourd'hui en France, on connaît 4 villes. Quand on interroge, il y a Paris, Saint-Tropez, Lourdes et Limoges. Il y a des miracles aussi. Il est bientôt 6 heures, le jour fait mine de se lever. Dehors, un trophée venu d'Athènes, le berceau du sport, flotte sur la foule. Richard Dacoury, capitaine de ce club comblé. On va essayer de revivre d'une autre manière ce match. Donc les 20 premières minutes, on a souffert avec vous. Est-ce que vous pensiez que vous alliez échouer dans votre tête à ce moment-là? Non, il est évident qu'on doutait énormément. On jouait tellement mal que
On se demandait quand on allait se réveiller, on était en plein cauchemar et on attendait une réaction. Elle est intervenue tant bien que mal à la mi-temps et bon, pour un résultat extraordinaire. Mais c'est vrai qu'à la mi-temps, on essayait de se convaincre que tout était encore possible. On était relativement heureux de ne se retrouver qu'avec 6 points de retard, malgré ce non-match, comme j'ai pu l'appeler à un moment. Et la deuxième mi-temps a prouvé qu'on était dans le vrai. On a recommencé à jouer notre basket, à s'imposer en défense, à bouger en attaque et enfin la réussite nous a souri. Alors il y a un grand Américain près de vous qui est Michael Young, qui lui a donc contribué à ce qu'on a appelé nous dans notre film à nous le sursaut. Michael Young, vous nous entendez? Est-ce que vous parlez français avec vos amis? You speak French? No. Non. Alors pensiez-vous à la victoire à un certain moment au bout des 20 premières minutes? What do you think? You think we were going to win in the first 20 minutes of the game? Well, to start the game off, it was very difficult, you know, but I felt like we could win the game, but at that time, things wasn't going well. Le début du match était très difficile. On a mal commencé, mais par la suite, ça allait mieux. Alors il y a une image aussi qu'on va revoir au ralenti, c'est la dernière image, quand Frédéric Forté a pris une balle. Regardons-la. Et avec vous, Frédéric Forté, voilà. Elle est superbe. Alors dans votre tête, là, que se passait-il? Eh bien disons que je me disais que Tony Kukoc venait de marquer 2 paniers à 3 points de suite, qu'il avait ce ballon encore dans les mains et qu'il pouvait faire basculer le match à lui tout seul. Donc j'ai pris un risque, c'est évident. J'aurais très bien pu faire faute, mais bon, c'est un petit peu le poker dans ces moments-là. Et puis on ne pense pas vraiment à toutes les conséquences d'un geste pareil. Mais c'est vrai que quand je lui ai volé le ballon, j'étais quasiment sûr qu'on allait gagner le match. Et pour moi, ça sera l'image qui me restera de cette finale. Alors Richard Dacoury, le sorcier qui a permis ce rétablissement, ce rebondissement au cours du match, c'est l'entraîneur? Évidemment, je crois qu'il est trop modeste pour... Pourquoi n'est-il pas avec vous? J'aurais voulu le voir là. Justement, il n'aime pas trop les caméras, c'est quelqu'un de très humble. On ne le voit qu'à l'entraînement, il vocifère, il crie, il nous crie après, mais en dehors de ça, il aime la discrétion. Mais c'est vrai que ce surnom de sorcier lui va très bien, lui va comme un gant. Il nous a amenés là où on est ce soir et on lui doit énormément, on lui est très très reconnaissant. Et sans lui, je ne crois pas que Limoges aurait pu atteindre vraiment les sommets qu'il a atteints. Alors il y a le Benjamin de l'équipe près de vous. Oui, il y a les 2 Benjamin de l'équipe, il y a Bernard et Bianca comme on les a surnommés. Je vous laisse le soin de deviner qui est Bernard et qui est Bianca. Et qui va nous parler de cet œcuménisme formidable dans cette équipe. Il y a des Français, donc c'est vous, on vous entend. Il y a des Américains comme Young qu'on vient d'entendre, comme Ridden, qui est naturalisé, je crois. Il y a un Croate, il y a un Slovène. Comment faites-vous d'abord pour communiquer? Je ne parle pas du ballon, je parle du langage. Ben, je pense que c'est très simple. On a une grosse solidarité entre nous, donc la communication se fait de par elle-même. Dans le sport, je crois qu'il n'y a aucun problème au niveau de la communication. Les gestes suffisent, les attitudes. Non, à Limoges, c'est un groupe très très solidaire et ce qui nous a valu cette super victoire. Alors vous, c'est Bernard ou Bianca? Je vous laisse le choix de deviner. Alors l'autre, l'autre B, est-ce qu'il peut dire un mot? Il peut le dire en français? Oui, il est guadeloupéen. Hein. Alors il y a 2 Américains, un Guadeloupéen? Oui, c'est Bernard. Alors Bernard, le Guadeloupéen, parlez-nous un peu de cette recette miracle, de ce talent collectif que vous avez. Je pense que tout le monde est heureux après une grande victoire. Mais moi, c'est ma première année à Limoges. Je ne rêvais pas de temps, mais bon, un championnat d'Europe, c'est pas mal, quoi. Merci. Un dernier mot peut-être du président fondateur. Je crois que des 4 clubs qui étaient à Athènes, c'est Limoges qui est le moins riche et c'est Limoges qui gagne. Est-ce que ça veut dire que les aventures collectives sont plus belles que les autres, plus individuelles? Mais nous sommes moins riches sur le plan financier, mais riches surtout de trophées, puisque nous sommes 3 clubs en Europe, vous le savez, à avoir remporté tous les trophées. C'est Milan, c'est Cantoux et Limoges. Alors vous le voyez, nous sommes riches de toutes les victoires que nous remportons et nous espérons que ce n'est qu'un début et que grâce à cette équipe qui a été renouvelée énormément et qui est très jeune maintenant, nous sommes bien partis encore pour faire des saisons exceptionnelles. Merci messieurs, toutes les félicitations de France 2 et de tous les téléspectateurs de France 2 et bonne route pour les étapes suivantes. Merci encore. Merci à vous. Et bravo. Il y a trop d'hyper et de super dans nos campagnes. Il ne s'agit pas d'essence, mais de grandes surfaces. C'est l'avis d'Édouard Balladur, qu'il a exprimé hier au Sénat. Le Premier ministre souhaite tempérer l'implantation de centres commerciaux dans les zones rurales. Et son intention provoque aujourd'hui des réactions opposées. Jean-Pierre Métivet. À l'époque, on ne glissait pas 10 francs dans le caddie.
C'était le premier hypermarché français, en 63, il y a 30 ans. Grand parking et libre service. 10 ans plus tard, Jean Royer, il veut un coup de frein. Raté, depuis sa loi, le nombre des supermarchés va tripler. Les Français y font aujourd'hui près de la moitié de leurs achats. Aussi, derrière les propos d'Édouard Balladur hier, les petits commerçants rescapés attendent un renforcement de la loi Royer. Il faut la dépoussiérer, il faut la toiletter de telle sorte qu'elle soit réécrite, non pas comme une loi de protection du petit et moyen commerce, ce serait ridicule, mais comme une loi d'équilibre entre toutes les formes de la distribution. La loi est stricte, autorisation obligatoire pour ouvrir 1000 mètres carrés. Beaucoup feront 999 mètres carrés, un de moins pour contourner la loi. Le seuil pourrait baisser prochainement. Mais ce qui ulcère le plus les grandes surfaces, c'est d'être tenu pour responsable du désert rural. Je trouve vraiment scandaleux qu'on vienne nous désigner du doigt ainsi et jouer une catégorie de chefs d'entreprise contre une autre catégorie. Nous sommes en période électorale, déjà pré-présidentielle. Chaque catégorie va avoir le droit à ses petites promesses et à ses petites annonces. Plus de mesures dans les autres enseignes, comme si toutes les bonnes places avaient déjà été prises. Ajoutez-y la crise, de nouvelles grandes surfaces ne sont pas vraiment à l'ordre du jour. La volonté d'Édouard Balladur satisfera en tout cas les petits commerçants qui ont du mal à résister à cette concurrence puissante. Alban Mikosi et Michel Levasseur nous rapportaient l'exemple d'un vieux couple qui tenait un magasin d'alimentation à la Roche-Guyon, à une centaine de kilomètres de Paris, et qui devra le fermer en août prochain. Avec application, les Delamare soignent encore leur devanture. C'est celle de l'épicerie du village. Des générations d'enfants y sont passés acheter quelques bonbons. En 10 ans, 120 000 petits commerces dits de proximité ont disparu, étouffés par la concurrence des grandes surfaces. Pour les Delamare, il n'est plus question de rentabilité, les revenus sont presque nuls. Je vais être très clair avec vous, ce revenu est de l'ordre de 3 500 francs par mois, avec une ouverture très tôt le matin à 8h ou 7h30, et fermeture à 8h le soir, sans fermeture durant midi, et tous les jours de l'année. Ne reste que la passion du commerçant et les qualités de ses produits pour attirer les derniers amis du village, souvent des personnes âgées. Mais les Delamare ont vieilli, eux aussi. Et fin août, Henri baissera le rideau pour toujours. Le magasin ne rouvrira plus, faute de repreneurs potentiels. Une échoppe de plus abandonnée, comme l'épicerie et les 2 cafés, souvenirs du temps jadis. Pourtant, la population du village n'a pas baissé, elle a seulement pris d'autres habitudes. De l'autre côté de la vallée, à un quart d'heure de voiture, une dizaine d'hypermarchés et autres grandes surfaces, il paraît que ceci marche plutôt bien. Il les avait reçus sur son lieu de travail, un ministère et ses lambris, mais il a voulu se rendre sur leur lieu de travail. Jean Puech, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, était présent ce matin à l'aube à la criée de Guilvinec, un port du Finistère, pour mieux comprendre. Yannick Letranchant et Maryse Richard se sont réveillés également très tôt. Discrétion pas vraiment assurée, ça tombe bien, ce n'était pas le but du voyage. Jean Puech, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, voulait s'amariner. Le stage intensif a donc débuté ce matin au pas de course. Visite de la criée pour une leçon de choses et embarquement de quelques minutes à bord de 2 chalutiers désespérément restés à quai. Un déplacement de travail qui rime avec coup de charme. Il est important d'avoir les dossiers dans nos ministères, mais il est important de rencontrer aussi les hommes et les femmes qui vivent au quotidien tous ces problèmes-là. Et je recueille le maximum d'informations. Cela me sera très utile. Est-ce que vous pouvez faire des promesses aujourd'hui? Pas de promesses, tout juste la confirmation des engagements pris par le précédent gouvernement. Les aides prévues seront débloquées avant le 10 mai prochain. Rien de bien nouveau, mais au Guilvinec, on a visiblement apprécié le séjour express du ministre. Je crois qu'on attend beaucoup justement de ce genre de visite et puis ça montre qu'on arrive à être quelque peu écouté. C'est bien la première fois qu'on voit un ministre venir aussi rapidement sur les quais et s'intéresser de près à notre métier. Oubliez pour l'instant les actions coup de poing de ces derniers mois. Les marins-pêcheurs du Finistère semblent observer une trêve. Ils ont repris la mer en attendant l'annonce mardi prochain de mesures concrètes. Aujourd'hui, leur ministre les a écoutés. Les pêcheurs souhaitent maintenant être entendus. Le 18 octobre 91, des agriculteurs en colère avaient organisé un raid spectaculaire dans l'abbaye de Moissac, Tarn-et-Garonne. Ils avaient interrompu un dîner ministériel et tout saccagé. Ils comparaissaient aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Montauban. Arnaud Boutet. Tu peux me regarder dans les yeux, tu me fais pas peur, j'ai rien à la main pour me défendre. Des agriculteurs qui provoquent, des CRS qui charment.
Curieuse ambiance à Montauban, dans le quartier du tribunal, entièrement quadrillé. À quelques mètres, sur le banc des accusés, 8 responsables agricoles du département. Tous ont participé au saccage du cloître de Moissac. Le 18 octobre 1991, 300 paysans avaient forcé cette porte. Derrière, le dîner de l'excellence rassemblait les meilleurs produits de la région. La rumeur annonçait la venue de 3 ministres. En fait, seul Jean-Michel Baillet était sur place. Il fera les frais d'une communication impossible. « 400 agriculteurs qui, aujourd'hui, soutiennent leurs camarades et un procès contesté. » Je trouve que c'est une histoire politique pour nous. Je pense que c'est une chose qui est frustrante pour l'agriculture, surtout dans les conditions où elle se trouve actuellement, où il y a des malaises considérables dans nos campagnes, où les huissiers courent les cours de ferme, de vouloir traduire en justice des responsables syndicaux qui, eux, réellement n'ont rien fait, qui n'ont été victimes que de débordements lors de manifestations. Un dirigeant qui n'a pas su tenir ses troupes. Michel Bosque comparaissait également pour le saccage de la mutualité sociale agricole le 10 septembre dernier. 11 prévenus au total pour 2 affaires et des peines qui vont jusqu'à 6 mois de prison avec sursis. Verdict dans la soirée. Effectivement, le procureur de la République a requis plusieurs peines de prison avec sursis et 100 000 francs d'amende. Le jugement a été mis en délibéré. Pierre Botton est libre depuis une semaine, mais ses rendez-vous réguliers avec le juge sont maintenus. L'homme d'affaires lyonnais est revenu une nouvelle fois au palais de justice pour être entendu une nouvelle fois par le magistrat. Reportage de Michel Fine et Georges Gendre. Comment ça s'est passé ? S'il vous plaît, laissez-moi passer. 3 heures d'audition dans le bureau du juge et Pierre Botton est sorti libre comme il était entré. Le magistrat voulait cette fois l'entendre sur le dossier SDEI, une filiale de la Lyonnaise des Eaux qui a versé près de 4 millions de francs en 1990 sur un compte personnel de Pierre Botton. C'est une affaire qui n'est qu'à une étape que je situe dans le premier tiers actuellement. Il y a encore beaucoup de travail. Et c'est pas forcément une affaire Botton. Révélation ? Attends. Pas de révélation pour le moment, non. Une instruction qui se poursuit. Selon un rapport d'experts remis il y a un mois au juge Cauroy, Pierre Botton aurait prélevé dans les caisses de ses sociétés plus de 20 millions de francs. Désormais, l'homme d'affaires lyonnais compte apporter la preuve que l'argent ainsi détourné a profité aussi à d'autres que lui. Il y a un an, une véritable hécatombe s'était produite à l'occasion des 24 heures moto du Mans. Des motards ivres avaient provoqué une série d'accidents. Le bilan avait été terrible, 9 morts et 54 blessés. Cette année, tout a été prévu pour éviter le moindre accident. Les policiers seront impitoyables. Reportage de Claude Sampère et Pascal Ponce. Voilà le comité d'accueil pour les motards cette année au Mans. L'ennemi public numéro 1, l'alcool. Alors, dès cet après-midi, gendarmes et policiers ont multiplié les contrôles aux abords du circuit. Qu'est-ce que vous pensez de ces contrôles? Même bien, parce que moi je vois pas, je m'en fous, mais c'est pour certains, bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais une bonne partie déjà. Des contrôles qui visent la minorité de motards pour qui la course n'est pas une fête, mais l'occasion de boire outre mesure. L'année dernière, cette minorité d'excités avait provoqué toute une série d'accidents, 9 morts et 54 blessés. Alors, cette année, pour que les 24 heures moto restent une fête, 2000 membres des forces de l'ordre essaieront de contrôler la minorité de têtes brûlées et la justice sera intransigeante. La personne qui va être arrêtée en état d'ébriété fera l'objet d'une procédure de comparution immédiate, c'est-à-dire qu'elle sera jugée lundi devant le tribunal correctionnel et nous demanderons à ce tribunal de prononcer la confiscation de la moto. Une confiscation immédiate et définitive. Cette année, tous les bars de la ville fermeront à 22 h et aucune grande surface ne pourra vendre de la bière alcoolisée. Nous on dit au Mans de fermer les bars, donc on sera tous fermés à partir de 10 h, je veux bien, mais ça ne sera pas la solution. Hein. Ceux qui ont envie de boire, ils boiront, même ceux qui viennent de Belgique, d'Angleterre, ils auront ce qu'il faut dans leur sacoche, il n'y a pas de problème. Hein. Effectivement, les premiers motards que nous avons croisés tout à l'heure au circuit lors des premières séances d'essai avaient tous leur bouteille de bière à la main. Mais c'était de la bière sans alcool. Peut-être un signe. France 2 a consacré hier et aujourd'hui une large place au nouveau champion d'Europe, le club de basket de Limoges. France 2 espère vous faire vivre mercredi prochain en exclusivité un autre exploit, l'arrivée à Ouessant de Bruno Perron, qui a une chance de battre le record du monde du Tour du Monde à la voile. Les vents sont à nouveau avec lui. Yann Lavoie. Touché mais pas coulé. Après un couple de cachalot, c'est une bille de bois qui a heurté Commodore la nuit dernière.
Heureusement, le maxi-catamaran n'a subi aucun dommage. En revanche, le skipper est franchement énervé de devoir naviguer sur un océan poubelle. C'est vraiment lamentable, quoi. Depuis maintenant une semaine, on ne peut pas passer une demi-heure sans voir des déchets flotter. Sans cet incident de parcours, un de plus, le moral serait au beau fixe. Le vent a forci, il souffle entre 24 et 27 nœuds. La mer est plutôt bonne. Perron et ses hommes filent donc vers leur corps. Il leur reste un peu plus de 1500 milles nautiques à parcourir en un peu moins de 5 jours. À entendre Bruno Perron, ce seront 5 jours de bonheur. C'est très probablement le bateau le plus rapide du monde, mais je pense qu'on est 5 privilégiés en train de prendre beaucoup de plaisir sur ce bateau. D'un point de vue technologique, on n'a pas de soucis. Les 5 hommes ont beaucoup d'expérience. Les mêmes envies, les mêmes passions, et on s'est retrouvé sur un terrain avec une évidence certaine. Dans la nuit de samedi à dimanche, Commodore devrait réduire son allure à cause de la houle. Mais il peut se le permettre, car depuis hier, il a engrangé un bonus de plusieurs centaines de milles dans cette course contre le temps. Ce journal va prendre fin dans quelques instants. Je vous rappelle la nouvelle la plus importante du soir, celle que nous donnions en début d'édition. Les Américains lancent un sévère avertissement aux Serbes s'ils entrent dans la ville musulmane de Srebrenica, Philippe. Oui, les Américains disent, si vous entrez, nous allons bombarder les pièces d'artillerie serbes en Bosnie, et puis si vous entrez, nous allons nous arranger pour que, immédiatement, les sanctions contre la Serbie soient renforcées. Voilà. Alors, on voit très bien où ils veulent en venir, les Américains. Ils voudraient faire en sorte que les Serbes cessent leur action militaire pour se retourner vers l'action diplomatique, c'est-à-dire qu'ils signent le fameux plan Vance-Owen qui est toujours à l'ordre du jour. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait tout à l'heure l'envoyé spécial du président Clinton qui est à Paris, qui s'appelle M. Bartholomew. Et pendant que vous parliez, Philippe, une nouvelle arrive à l'instant, c'est un télégramme de Washington. Le président américain Bill Clinton déclare ce soir qu'il n'exclut aucune option militaire américaine en Bosnie, à l'exception d'une intervention terrestre. Bon, alors ça c'est intéressant et c'est très important parce que jusqu'à présent, les Serbes se sont toujours moqués, il faut bien dire les choses, de tous les avertissements des Occidentaux. Cette fois-ci, le président des États-Unis lui-même annonce ce que vous venez de dire. Donc, je pense que les Serbes vont attendre et voir. S'ils ont l'impression que vraiment c'est sérieux, ils vont tester la réalité de l'avertissement américain. S'ils ont l'impression de voir que c'est sérieux, peut-être qu'ils n'entreront pas à Srebrenica et qu'ils se tourneront vers le côté diplomatique. S'ils voient que ce n'est pas sérieux, eh bien, ils vont attendre, ils vont croiser les bras et dans quelques temps, ils continueront leur action militaire. Merci Philippe. Vous aurez évidemment avec Catherine Sellac ce soir d'autres informations sur la situation en Bosnie. Dans un instant, Nathalie Riouet vous parlera du temps, du week-end. Ensuite, le polar du vendredi avec Daniel Lebrun à 22h25. Bernard Pivot recevra le nouveau ministre de la Culture, Jacques Toubon, et Roger Planchon pour son film L'Enfant Roi. Le journal de Catherine Sellac sera à 23h45 et demain, avant Géopolis de Claude Sérillon, Bruno Mazur vous présentera à 13h son premier journal de la semaine. Si vous voulez écouter une musique particulière ce week-end, je vous recommande la lecture du nouveau livre d'Yves Simon, Sortie de nuit, publié par Grasset. J'ai dit musique parce que le chanteur-écrivain sait avec talent égrener les mots comme les notes. Bonne soirée sur France 2, bonsoir.